Ce 5 juillet, Auvillers, paisible village entre Reims et Épernay, est en pleine effervescence. Vous voulez une flûte, monsieur? Oui. Hop, bonne dégustation, bonne merci. Ici, le champagne habille toutes les façades. Mais aujourd'hui, les Champenois espèrent que les caves, les coteaux et les maisons de champagne vont entrer au patrimoine mondial, être sacrés par l'UNESCO, comme le sont la Tour Eiffel ou la Grande Muraille de Chine. Place, mesdames et messieurs, à la vidéo en direct de Beaune. C'est depuis Bonn, en Allemagne, que les ambassadeurs de l'UNESCO vont voter pour ou contre cette inscription. La Finlande soutient l'inscription des coteaux, maisons et caves de champagne sur les patrimoine mondial. Merci la Finlande! Comme un petit air d'Eurovision. L'Allemagne soutient l'inscription, la Pologne soutient pleinement la France. La Jamaïque n'hésite pas un instant à soutenir l'inscription des coteaux, maisons et caves de champagne sur les patrimoine. Et le Sénégal espère que le champagne va couler à flot pour les consommateurs. Merci. Pas une voix n'a manqué à la candidature champenoise. Antoine Chiquet est vigneron. Ses ancêtres cultivaient la vigne dès le XVIIIe siècle. C'est la reconnaissance du travail de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui ont connu la disette. Et là, c'est merveilleux. C'est... Vous êtes indétrônable là? Indétrônable. On n'est jamais indétrônable. Vous savez ce que c'est que l'aura du champagne. C'est important pour tout ce qui est vente de produits. On doit toujours avoir un pas d'avance. Et là avec l'UNESCO, on a fait une enjambée d'avance. En ce jour de sacre, rien ne peut troubler la fête des Champenois. Pourtant, ce 5 juillet, d'autres bulles sont à l'honneur. À 1500 km d'Auvillers, le vainqueur du rallye automobile de Pologne va célébrer sa victoire au Crémant d'Alsace. Le Crémant, c'est le vin effervescent français qui a le vent en poupe. Olivier Soler, le directeur de la Fédération nationale des crémants, a réussi à imposer ses bulles sur le podium de la course. 200 millions de téléspectateurs vont assister au couronnement du vainqueur, le pilote français Sébastien Ogier. Je vais te donner un petit chiffre. L'année dernière, tu as brandi pour la première fois le Crémant d'Alsace, ici en Pologne. Ouais. Et puis, on a progressé les ventes de 2000% l'année dernière, après ce rallye en Pologne. 2000%. Thank you very much. And now it's the time of Crémant d'Alsace. Ça, c'est de la bouteille. Oui. Bravo. Cette image-là fera le tour du monde. Le Crémant a-t-il raison de se faire mousser? Est-il un concurrent sérieux pour le roi des vins au patrimoine sacré par l'UNESCO? Avec ses 78 millions de bouteilles écoulées l'an dernier, le Crémant est en position de challenger, loin derrière la star, le champagne, et ses 330 millions de bouteilles annuelles. Mais le Crémant a triplé ses ventes en 10 ans. Jusqu'où ira-t-il? La zone de production du champagne est à cheval sur 5 départements. Mais dans cette zone, la plantation de vignes est autorisée sur seulement 34 000 hectares bien délimités. La production de crémant, elle, est éclatée dans 8 régions françaises. Chacune a son appellation qui impose une méthode précise de production. Longtemps, sur les étiquettes de crémant, on a pu lire la mention « méthode champenoise ». Pour protéger son vin, la Champagne a obtenu qu'elle soit remplacée par les mots « méthode traditionnelle ». Quelle est cette méthode? Et si nous percions la bulle de secret qui entoure la production des champagnes et des crémants pour comprendre ce qui les rassemble et ce qui les sépare? Voyage au pays de l'effervescence, un monde feutré, discret, inconnu, dont nous avons pu ouvrir les portes des caves et des chais.
Le marché du champagne est dominé par un acteur majeur, les maisons de champagne. Elles vendent les 2/3 des bouteilles produites. À Reims, leur bâtiment joue à touche-touche. Ruinart est le voisin immédiat de Pommery, lui-même mitoyen de Charletzig. Certaines maisons sont plus proches encore qu'il n'y paraît. Ainsi, le groupe LVMH possède à lui seul Ruinart, Veuve Clicquot, Mercier, Dom Pérignon, Krug et la marque la plus vendue, Moët. Il se déboucherait une bouteille de Moët chaque seconde dans le monde. 4 autres groupes se détachent. Vrancken-Pommery, BBC Lançon, Laurent Perrier et Pernod Ricard. Cette concentration permet aux grands groupes d'être présents dans différentes gammes de prix. Épernay est l'autre capitale du champagne. Les négociants, comme on appelle les grandes maisons, sont installés le long de l'avenue de Champagne. Une enfilade d'hôtels particuliers et de sites de production sur près d'1 kilomètre. Ici, à part Champagne, on ne connaît pas d'autres mots comme industrie. Il s'agit de montrer la réussite, de montrer le bon goût. Parce que d'une certaine façon, les négociants ont compris que c'est leur plus belle carte de visite, c'est leur plus belle publicité. Leur hôtel particulier est à l'image de leur vin. Opulent, généreux, harmonieux. Les négociants n'imaginaient pas les rencontrer dans les vignes. Les maisons de champagne ne possèdent que 12% du vignoble. Pour élaborer leur cuvée, elles achètent leurs raisins aux viticulteurs, car c'est à eux qu'appartient la terre. 1/3 des bouteilles n'est pas vendu par les maisons de champagne, mais par des vignerons et des coopératives de viticulteurs. Les vignerons sont 5000. Ils commercialisent leur champagne sous leur propre nom. De la vigne aux bulles, ils maîtrisent tout. Les coopératives, elles, sont une centaine. La plus célèbre, Nicolas Feuillat, affiche un succès insolent. En 40 ans, elle est devenue numéro 1 des ventes en France et numéro 3 dans le monde. Son vin, son trésor, la Champagne le conserve dans un coffre-fort invisible à la surface de la terre. Sous nos pieds, il y a un réseau d'à peu près 110 km. Un véritable dédale de caves et de galeries. Dans ce seul caveau, plus de 100 000 bouteilles. Au total, dans la région, 1,5 milliard de bouteilles de champagne sont actuellement stockées. À Reims, les bouteilles dorment dans d'immenses cavités, d'anciennes crayères dont on a extrait la craie au Moyen-Âge pour construire les remparts de la ville. Une fois que la crayère était creusée, eh bien, elle ne servait à rien, elle était à l'abandon. C'est là que le génie champenois opère, puisqu'on a ces espaces souterrains qui présentent des conditions idéales pour l'élaboration du champagne, puisqu'on est ici dans un lieu à température constante de 10, 11, 12 degrés. Il y a très peu d'écart entre le jour, la nuit, l'été, l'hiver. On est dans des lieux avec une forte hygrométrie et ce sont des lieux sombres et calmes. Donc on a là vraiment tout ce qu'il faut pour faire vieillir le champagne, pour que le champagne devienne le champagne. La craie, on la retrouve dans le vignoble, affleurant sous les rangées de vignes. Ce sous-sol crayeux, unique en France, est une des caractéristiques principales du terroir champenois. Le vignoble, mosaïque de parcelles à flanc de coteaux, est entièrement dédié au champagne. Malgré les apparences, le crément présente lui une réalité tout autre. Dans les 8 vignobles qui en produisent, seules certaines parcelles de vignes sont dévolues aux vins effervescents. Car les 1200 élaborateurs de crément vinifient aussi des vins tranquilles, c'est-à-dire des vins sans bulles. Le crément est pour eux un complément de gamme, mais il prend de plus en plus d'importance. Le succès des créments se mesure sur les tapis de caisse de la grande distribution,
leur principal débouché. Des ventes en hausse constante, en particulier pour les créments d'Alsace, près de la moitié des achats. Ici, on est devant un rayon tout à fait représentatif de l'univers des vins effervescents en grande distribution. Nous avons une marque de séparation qui est importante puisque les champenois souhaitent généralement faire plutôt bande à part et avoir leur propre univers à eux. Donc marqué ici par la descente donc, des crèmes de fruits, des crèmes de cassis et autres. Et ensuite, donc, on enchaîne sur les autres vins effervescents d'appellation et notamment des créments. Ce qui distingue d'abord et avant tout le champagne des autres effervescents, ce sont les prix. Et au niveau des créments, ici on a la bouteille la moins chère qui est un crément d'Alsace donc vendu à 4,65 € et le crément le plus élevé est un crément de Bourgogne positionné ici à 6,25 €. Donc vous voyez effectivement on est on oscille en moyenne aux alentours des 5-6 € pour une bouteille de crément. Donc c'est évidemment quasiment 3 fois moins cher qu'un prix moyen d'une bouteille de champagne. En grande surface, le prix de vente moyen du champagne est de 19 €. Dans ce rayon, les champagnes s'affichent entre 11,99 € et près de 40 €. Ça a ouvert la place aux autres vins effervescents qui, eux, à travers un prix plus accessible, permettent à tous les consommateurs d'accéder aux vins effervescents, d'accéder à ces moments de consommation festifs, très à la mode, très en vogue, à des prix beaucoup plus accessibles. En fait, j'achèterai jamais de champagne. Voilà, je trouve que rapport qualité-prix, je préfère acheter un bon crément. Le crément est un substitut du champagne pour prendre l'apéritif le samedi soir ou le dimanche. Enfin bon, c'est pas la même chose. Pour nous, non. Tout ce qui est plus cher n'est pas forcément meilleur, quoi. Mais j'ai goûté les deux déjà et le champagne est meilleur, quoi. Ces consommateurs semblent pouvoir distinguer clairement créments et champagne. Pourtant, à première vue, ils se ressemblent comme des frères. Même type de flacon, d'habillage, même au débouchage. Mais y a-t-il une différence dans le verre? Pour le savoir, nous nous sommes invités à l'atelier d'essence autour d'une dégustation. J'aimerais savoir quelle est votre relation avec les créments et les champagnes. Joachim Lefort, formateur en dégustation de vin, va guider ses consommateurs. Ce ne sont pas des professionnels, mais ils apprécient les bulles. Plutôt positif ou négatif, on peut faire le tour de table rapide comme ça. Hein. Moi je pense que dans l'esprit des gens, le champagne c'est quelque chose de plus noble, qu'on consomme plus pour les fêtes, pour les grandes occasions, alors que le crément pas forcément. On crie jamais crément, on crie champagne. Pour que l'image de prestige du champagne ne trouble pas la dégustation, elle se déroule à l'aveugle. Je vous sers donc la première série et c'est le vin A. C'est parti. 5 champagnes, 5 créments, identifiés par des lettres de A à J. Terminez pas le verre de description. Les dégustateurs les classent par ordre de préférence et à notre demande, ils tentent de déterminer qui est champagne et qui est crément. Alors, où est le champagne, où est le champagne? La couleur n'est pas un indice. Alors, vos préférences, vous me donnez votre lettre. Moi, mon préféré, le c'est 1. le H. C'est le H. Je compte. B. I. C. I. Des créments, des champagnes, des grandes marques, des bulles bio, des premiers prix. Chacun sa préférence, même si 3 vins reviennent à 2 reprises. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, vous pouvez aller prendre l'apéro, boire des coups en duo, voilà. Vous êtes d'accord. Après, on pourrait faire par exemple le 10. C'est-à-dire celui qu'ils ont le moins aimé. Pareil. Le vin I, un champagne premier prix, préféré par 2 dégustateurs, a été jugé le moins bon par 2 autres. Ça veut dire que tous les goûts sont dans la nature et c'est tant mieux, comme ça il y a autant de consommateurs que de vins produits et il y en a pour tout le monde. Donc il y a une offre qui est énorme. Mais quels critères leur ont permis de distinguer créments et champagnes? Moi je suis champenoise, je sens que j'ai fait un classement culturel, ce que j'ai préféré c'est du champagne, ce que j'ai moins aimé c'est du crément. Moi j'ai fait plouf plouf, donc vraiment.
Difficile. Donc ouais. Alors la réponse, champagne ou crément? On veut savoir maintenant. Alors, c'est quoi? Champagne. Vous pensez quoi? Qui dit champagne? Qui dit champagne? 1, 2, 3, 4, 5. C'est champagne. Là, il va boire. À leur grande surprise, aucun de ces consommateurs n'est parvenu à parfaitement distinguer les deux vins. C'est champagne. Et en fait, si c'était vrai que le crément était un sous-champagne, on saurait très bien distinguer crément et champagne. Or, ça n'est pas le cas. Donc, C'est une découverte pour vous. un peu, oui. Je sais pas, mais c'est un jeu. Si la confusion est possible entre les deux vins effervescents, c'est que leur mode de production est très proche. Tout commence dans le vignoble. 2 mois après l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, un été ensoleillé est passé par la Champagne. Une chance pour les 15 000 viticulteurs champenois. À Auvillers, nous retrouvons Antoine Chiquet. Chaque année, il mène un véritable combat pour arriver à la vendange. Car les hivers sont rudes, les printemps pluvieux. Ici, le raisin n'est jamais gorgé de soleil. Mais pour le champagne, c'est un atout. Pour le champagne, il faut de l'acidité. Donc ces conditions climatiques difficiles nous permettent d'avoir un équilibre idéal pour faire un vin effervescent. Donc avec un rapport sucre-acide idéal. Comme pour tous les vins, c'est dans le sous-sol que se dessine le goût du champagne. La craie est très affleurante. On peut le voir d'ailleurs, on voit tous les petits cailloux blancs, c'est de la craie. On peut tout de suite même écrire avec. C'est de la craie comme pour écrire sur les tableaux. Et ça donne cette typicité minérale au vin de champagne. Vous allez aider par ici, s'il vous plaît? En plus du climat et du sous-sol, ce sont bien sûr les cépages qui vont donner son identité au champagne. 3 cépages sont rois. Un raisin blanc, le chardonnay, et plus surprenant pour ce vin si clair, 2 cépages à peau sombre, le pinot meunier et le pinot noir. Mais ce sont des cépages noirs à jus blanc. Si je presse, vous voyez, le jus blanc avec une peau noire. La vendange est obligatoirement à la main, la machine à vendanger étant interdite en Champagne parce qu'elle a tendance à fouler le raisin, à éclater la peau, les baies. Et comme la couleur se trouve dans la peau, les anthocyanes, hein, c'est la couleur qui donne la couleur rouge au vin rouge, si on la broie, ces anthocyanes vont passer dans le jus et vont faire des jus colorés. Vendanger à la main coûte évidemment plus cher en main-d'œuvre. Il faut cueillir 1,5 kg de raisin pour obtenir une bouteille de champagne. Il reste du raisin. Du raisin, ou plutôt de l'or en grappe. Le champagne est l'effervescent le plus prisé de la planète. Son raisin est donc le plus cher du monde. Son prix varie de 5 à 6 euros le kilo, suivant les terroirs. Ici, sur Auvillers, nous sommes plutôt à 5,50 €. Sur Ailly, qui se trouve à l'est, autour de 6 €, 6,20 €. 1 kilo de raisin destiné au champagne est donc aussi cher que le prix de vente moyen d'une bouteille de crément. La différence de prix entre créments et champagne s'explique d'abord par celui de la matière première. Allez, on redescend, on va manger. Bon appétit. C'est parti sur les chapeaux de roue. J'ai vu qu'au début, il y en a qui étaient endormis et après, vous êtes réveillés, c'est bien. Ça dépend quel rouge. En ce début septembre, à Amersfoort, près de Colmar, l'heure est aussi à la vendange. On attend le crément pour midi. Pour l'instant, pinot blanc. En fait, ça, c'est ce qu'on vendange à peu près. On vendange du cépage pinot blanc pour du crément, mais là, on boit du pinot blanc sans bulle. La famille de Laure Adam vinifie des vins alsaciens sans bulle depuis 1614. Le crément représente 15% de sa production. Je veux pas faire un crément qui ressemble à un champagne, surtout pas, c'est pas la même chose. On vend du crément d'Alsace, on n'a pas les mêmes cépages, on n'a pas les mêmes terroirs, donc on cherche pas du tout à les copier. On a bien un style à nous, le style de crément d'Alsace, quoi. Ah voilà, il y a un beau pied nouveau là. Oh là là. Ah, celui-là, il fait plaisir à voir. Il y a 20 ans, c'est Jean-Baptiste Adam, le père de Laure, qui s'est lancé dans les bulles. Ça, ouais.
Nous, en Alsace, le pinot blanc fait un peu partie des cépages vraiment traditionnels de notre région. Qu'on soit maintenant en Bourgogne ou ailleurs, dans le Jura, on peut faire des très beaux créments avec des cépages différents, autochtones, hein, attention derrière. Alors combien ça s'achète le kilo de raisin pour le crément? Alors je vous donne un prix moyen, c'est aux environs à peu près d'1,50 € le kilo de raisin qui ne varie pas suivant les cépages. En général, c'est à peu près le même prix pour tous les cépages. Pour élaborer du crément, le kilo de raisin est donc 4 fois moins cher que pour le champagne. Mais la façon de cueillir les grappes est la même. L'appellation crément oblige elle aussi à vendanger à la main. Ah, celle-là, elle est remplie. Hein. Celle-là, ça c'est trop rempli. On retrouve, comme en Champagne, le même souci de préserver les grains de raisin intacts. Ah, c'est parfait. Là, c'est très bien. Si on a trop de poids, on écrase le raisin et on perd un peu déjà la qualité, on oxyde le jus. Donc on remplit en général aux 2/3 maximum la cuve. Pour éviter que les raisins macèrent, on limite aussi les temps de transport. Ben, on va ramener toute cette belle marchandise au pressoir, n'est-ce pas? Une heure à peine après avoir été coupées, les grappes de pinot blanc de Jean-Baptiste Adam embarquent pour un petit tour de montagne russe. Et voilà. Avec chute finale dans le pressoir. La façon de pressurer le raisin pour élaborer du crément est calquée sur le modèle champenois. En Champagne, il va falloir près de 4 heures pour pressurer ces 4000 kg de raisin tout juste vendangés. C'est un pressurage très lent, toujours pour éviter que la couleur qui se trouve dans la peau passe dans le jus. Donc on va éclater comme ceci le grain très lentement. Et vous voyez qu'il n'y a que le jus clair qui s'écoule. Le pressurage a beau être lent, en un clin d'œil, le futur champagne coule à flot. Donc nous sommes sur des pinots noirs avec un jus blanc, mais qui va être légèrement coloré, mais qui va se décolorer naturellement. L'appellation champagne est très stricte. De ces 4000 kg de raisin, on peut extraire 2550 litres de jus. Pour y parvenir, le raisin est pressé à 5 ou 6 reprises. Les premières presses qu'on appelle la cuvée, le premier jus, c'est le meilleur. Donc là, on obtient 2050 litres de cuvée, de meilleur jus. Après, on va arriver sur les tailles, donc les deuxièmes jus, donc qui sont des jus de moins bonne qualité, mais qui sont toujours appellation champagne. Pourquoi ils sont de moins bonne qualité? Alors, il y a moins d'acidité, on presse plus, donc on extrait des arômes qui sont un peu plus grossiers, donc c'est des champagnes de deuxième choix. Autrement dit, les champagnes de premier choix sont issus des tout premiers jus. Et les moins chers sont élaborés en bonne partie avec des jus de taille. Là, on est en train de mesurer le volume de la cuvée. Donc là, vous voyez, il nous manque encore un petit peu de jus. Donc là, on va encore represser. Et dès qu'on sera arrivé à ce niveau-là, on aura le volume désiré et on va passer en taille après. Donc dans la deuxième cuve. Un simple changement dans l'ouverture des vannes suffit à orienter l'écoulement vers la cuve des jus de moins bonne qualité. Mais là encore, la réglementation s'applique. Une fois obtenu 500 litres de ce jus de taille, il faut arrêter de presser. Donc là, c'est terminé. Nous avons extrait tout le jus appellation champagne. Donc là, il reste encore un petit peu de jus. Hein, vous voyez, si je presse, il reste du jus. Mais ce n'est pas du jus qui est apte à l'appellation champagne. Mais on pourrait presser encore. On pourrait encore sortir à peu près 100 à 150 litres de jus. Le cahier des charges de l'appellation crément est moins restrictif. Pour un même poids, 4000 kg de raisin, il permet d'extraire 100 litres de jus supplémentaires. La différence ne s'arrête pas là. L'appellation crément ne prévoit pas la séparation des jus entre cuvée et taille. Ils s'écoulent dans la même cuve.
Seuls quelques vignerons séparent les jus comme en Champagne. C'est le cas de Jean-Baptiste Adam pour ses cuvées les plus chères. C'est indéniable, en fractionnant nos jus, on a vraiment une différence en termes d'acidité et de finesse dans nos jus. C'est effectivement la seule solution d'avoir un crément beaucoup plus pointu en termes de qualité. D'ici quelques semaines, la fermentation aura transformé ces jus de raisin en vin. La grande particularité des champagnes comme des créments, c'est qu'une fois devenus des vins, ils vont être assemblés les uns aux autres. Comme si on mélangeait dans une même bouteille un Riesling à un Sylvaner. Pour comprendre d'où vient cette pratique de l'assemblage, il faut remonter plus de 300 ans en arrière et rendre à Dom Pérignon ce que le champagne lui doit. Derrière les murs de l'abbaye d'Auvillers, le moine Pierre Pérignon a régné sur les caves pendant 48 ans. Dom Pérignon mélangeait les vins ou les raisins des différentes parcelles des environs de manière volontariste. C'est-à-dire qu'il décidait de mélanger en fonction du profil de l'année, de la qualité de la récolte, les raisins de telle parcelle avec telle autre parcelle pour corriger les défauts des uns et des autres. La qualité des vins de l'abbaye s'en est immédiatement ressentie. Leurs prix ont été multipliés par 10. Ils sont devenus des vins prisés par les aristocrates du royaume. À partir des années 1700-1710, les vins de l'abbaye sont nommés explicitement sous le nom de Dom Pérignon, enfin les vins du père Pérignon et plus seulement de vins de Champagne anonymes. Coopératives, maisons et vignerons pratiquent tous l'art de l'assemblage. Ils donnent son style à la marque. La plus vieille maison de Champagne, c'est elle. Sa signature, c'est lui. Frédéric Panayotis est chef de cave chez Ruinart depuis 8 ans. Avec son équipe de dégustateurs, il parvient à garantir aux consommateurs de retrouver toujours le même goût. On estime que le consommateur fidèle de Ruinart attend ce goût. Chez nous, c'est la fraîcheur aromatique. C'est, je pense, l'élément qui signe vraiment les vins de la maison, grâce au cépage chardonnay. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire année après année, malgré des récoltes différentes, tant en quantité qu'en qualité, avec donc des chardonnays qui peuvent être plus mûrs une année, moins mûrs une autre année. Donc c'est pour ça qu'on va assembler afin de retrouver ce goût. Pour cet assemblage, à la disposition du chef de cave, des dizaines de vins dont on voit ici un petit échantillon. Sur l'assemblage du R de Ruinart qu'on a fait cette année, donc on est sur une base 2014, on va trouver des chardonnays de différents secteurs. On va trouver un petit peu de meunier qui va apporter cette rondeur, ce fruité assez charnu. Et puis on va également avoir des pinots noirs de l'année de différentes régions. Alors sur le R de Ruinart, on va assembler entre 50 et 60 crus à peu près, mais ça peut varier d'une année sur l'autre. D'autres marques vont associer jusqu'à 150 vins différents. Et l'assemblage ne s'arrête pas là, car pour garantir le même goût, la Champagne dispose d'une botte secrète. On fait appel à des vins de réserve, c'est-à-dire c'est des vins qu'on a gardés de récoltes précédentes, et on va les assembler aux vins de la dernière vendange, dans une proportion qui généralement varie entre 25 et 30%, afin de lisser le goût, de lisser l'effet de la dernière année en fait. Et c'est pour ça que la plupart de nos champagnes sont ce qu'on appelle non millésimés et qu'il n'y a donc pas d'année sur l'étiquette. Si une année apparaît sur l'étiquette, c'est qu'il s'agit d'un champagne millésimé. Les vins de l'année indiquée étaient exceptionnels, on ne leur a pas ajouté de vin de réserve. En Champagne, des milliers d'hectolitres de vin de réserve sont immobilisés dans des cuves, parfois pendant 10 ou même 15 ans. Ce temps de stockage retarde la commercialisation et coûte forcément cher. Pour élaborer des créments, on assemble également différents vins. Donc cette cuve Pinot Blanc, là c'est du Chardonnay et Pinot Auxerrois. Mais la palette des chefs de cave n'est pas aussi variée qu'en Champagne, car l'utilisation des vins de réserve est rare.
Alors c'est essentiellement la vendange de l'année que l'on utilise pour faire les créments d'Alsace, mais moi depuis l'année dernière j'ai commencé à utiliser quelques cuvées de l'année passée pour faire un assemblage. Le problème c'est que financièrement aussi, il faut toujours savoir que ça immobilise une partie de nos stocks et qu'un crément n'a peut-être pas le prix de vente d'un champagne. Et donc quelque part on n'arrivera jamais à garder des créments ou des vins de réserve pendant 10 ans, ce que font certaines très grandes maisons en Champagne. Le consommateur de créments est donc moins assuré de retrouver le même goût chaque année. Même si le millésime d'une année à l'autre sera différent, même si la qualité sera différente, on arrive toujours à avoir un style maison qui nous est bien particulier. Une fois l'assemblage terminé, le vin va pouvoir devenir effervescent. Tout se joue au moment de la mise en bouteille. Nicolas Feuillat, numéro 1 des ventes en France, a accepté d'ouvrir les portes de son site de production. Sur cette chaîne, les bouteilles sont remplies d'un mélange qui va donner naissance à l'effervescence. Un mélange de vin, de sucre et de levure qui va entraîner une deuxième fermentation. Pour mieux comprendre, nous avons demandé son éclairage à Guillaume Roffien. Le chef de cave de Nicolas Feuillat nous dévoile la recette qu'utilisent tous les élaborateurs de champagne et de créments. On a le vin assemblé. On va venir lui ajouter une proportion de sucre, 24 grammes par litre, sous forme de liqueur. Et donc ensuite, on va ajouter 2% d'une solution de levure. En fait, ces levures vont venir consommer le sucre, le métaboliser pour non seulement créer un petit peu d'alcool, ce qui est la logique même d'une fermentation, mais également dégager du gaz carbonique, du CO2. Et comme on va faire ça dans une bouteille qui sera hermétiquement fermée, ce gaz va délicatement se dissoudre dans le vin. Et la réouverture, c'est ce qui va permettre à la bulle de se créer, parce qu'elle va se créer à partir du gaz qui était dissous dans le vin. Ces bouteilles sont celles que les consommateurs déboucheront, mais pas avant de longs mois. Elles doivent d'abord passer du temps dans les caves. Un temps plus ou moins long selon le type de vin effervescent. La réglementation exige que les créments vieillissent au minimum 9 mois. Pour les champagnes, c'est au moins 15 mois. Une différence qui n'est pas sans importance. Car les levures ajoutées au moment de la mise en bouteille ont encore un rôle à jouer. Un rôle essentiel. On voit que les levures se sont déposées au fond de la bouteille et ça va participer à la construction du profil aromatique. Plus les bouteilles dorment longtemps dans les caves, plus la palette des arômes s'élargit. Ça va participer à l'apparition de notes, d'arômes plus complexes avec le temps, qu'on va retrouver sous forme de notes grillées, de notes toastées, de fruits secs, de fruits confits. Cette cuvée prestigieuse, à 130 € la bouteille, est celle qui vieillira le plus. Ici, c'est le futur dans Ruinart 2013, mise en bouteille en 2014, donc l'année dernière, et qui va sortir des caves sans doute en 2023, 2024, peut-être même 2025. Le R, l'entrée de gamme de Ruinart, vendu autour de 35 €, vieillit entre 2 ans et demi et 3 ans. Chez Nicolas Feuillat, en matière de vieillissement, on va également bien au-delà de la réglementation. 10 ans en cave pour les cuvées d'exception et 3 ans pour les bouteilles les moins chères. Le temps de vieillissement, ça a un coût, parce que pour pouvoir mettre une bouteille sur le marché, pour nous, ça veut dire qu'il faut en avoir 4 en cave. Pourquoi ? Mais une qu'on vient de mettre en bouteille, 2 qui sont en cours de vieillissement, et la 4e qu'on peut mettre sur le marché parce qu'elle a accompli son vieillissement, elle vient de passer les 3 années de vieillissement. Donc ça fait 4 bouteilles qui sont en rotation permanente. Et ça coûte extrêmement cher. C'est valable pour toutes les structures champenoises qui font du vieillissement prolongé. Pour ces créments d'Alsace,
Jean-Baptiste Adam ne se contente pas des 9 mois de vieillissement demandés par l'appellation. Son crément le moins cher, à 9 €, passe entre 12 et 15 mois en cave. Sa cuvée bio de prestige, à 13 €, y reste presque 3 ans. Le coût du vieillissement ne lui permet pas d'aller au-delà. On a au moins un surcoût d'environ 10% minimum par an, rien que pour le stockage de la matière première. C'est quand même très lourd à ces jours. On peut garder nos créments plus longtemps, mais ça ramènera un coût de production. Et après, est-ce qu'on fera encore est-ce que notre client au bout sera prêt à dire voilà, c'est un crément qui a 10 ans de latte et qui va vouloir un certain prix? J'en suis pas persuadé. Le temps passé en cave, le prix des raisins, la qualité des jus, l'utilisation ou pas de vin de réserve, chacun de ces paramètres a une conséquence sur le coût de production des vins effervescents et donc sur leur prix de vente. Pour les champagnes comme pour les créments, ceux qui appliquent la réglementation à minima sont les moins chers, les tout premiers prix. Mais en payant un champagne plus cher, paye-t-on forcément et uniquement une meilleure qualité? Nous avons posé la question à l'économiste Olivier Gergaud. Quand le consommateur de champagne achète une bouteille, il n'achète pas uniquement du raisin et le travail du vigneron ou de la maison de champagne, il achète aussi une certaine notoriété. Et cette notoriété permet de convaincre le consommateur que le produit est de qualité supérieure. Et c'est ça qui fixe le prix. Donc un prix n'est pas gage de qualité. Le prix ne reflète pas uniquement l'effort qualitatif de la maison ou du producteur. En s'offrant un champagne connu, le consommateur paye donc aussi sa renommée. Depuis le 19e siècle, la publicité permet aux marques d'entretenir cette notoriété. Les marques s'offrent à grands frais des stars planétaires, comme ici la très glamour Scarlett Johansson. En France, la loi E20 interdit la publicité pour l'alcool à la télévision. Rapporté au nombre de bouteilles vendues, l'investissement marketing ne coûte pas si cher aux marques. Olivier Gergaud l'évalue à seulement 1,50 € par bouteille. Grâce au marketing, l'imaginaire du champagne est devenu pour de nombreux consommateurs aussi important que le contenu de la bouteille. Du rêve, du luxe, un moment d'exception, tous ces efforts marketing ont permis de développer quelque chose de plus que la base qui est le vin de champagne et qu'effectivement on achète une part de culture commune. Je pense qu'on achète une petite partie du patrimoine français et c'est sans doute ça que les consommateurs sont prêts à payer. Cette part de rêve, l'idée d'un achat de prestige, la grande distribution cherche elle aussi à les préserver. Dans ce rayon, les champagnes de l'enseigne Cora avancent masqués. Là ici, c'est la marque Charles d'Arleville. Alors ici, nous sommes chez Cora et qui possède une double offre avec également donc la veuve Éringer. Vous voyez, la veuve, on est vraiment dans l'univers du champagne et vous noterez que le nom de l'enseigne n'apparaît pas sur ces bouteilles, contrairement aux autres produits. On est dans l'univers des champagnes, on crée des blocs marques à part entière. C'est vrai pour Cora, c'est vrai pour les autres enseignes. Vous avez Charles de Courance chez Carrefour, vous avez Veuve Émie, à nouveau une veuve, chez Auchan. Au moment où vous arrivez chez vous et que vous posez la bouteille sur la table avec marqué en gros le nom de l'enseigne sur l'étiquette, ben voilà, c'est pas très vendeur et le côté exceptionnel du champagne risque d'en prendre un coup. Alors comment on fait pour savoir que c'est une marque de distributeur? Il peut avoir la collerette sur la bouteille que vous avez par exemple ici, où là donc sur cette cuvée bio, vous voyez Cora et Match qui font partie du même groupe sont mentionnés ici sur la collerette. Et vous voyez l'avantage de la collerette, c'est qu'elle s'enlève et posée sur la table, ça ne se voit plus. Et vous avez également, alors des fois sur l'étiquette, là vous voyez ici sélectionné par Cora et donc ça permet effectivement de le repérer. Le dernier moyen de reconnaître un champagne de marque de distributeur, ce sont ces 2 lettres sur l'étiquette, sortez vos loupes. MA pour marque d'acheteur. Concurrencer le champagne pour incarner le luxe est un défi difficile à relever pour les autres vins effervescents. Pourtant, certains font le pari que le crément est capable de tenir le rang d'un produit haut de gamme. Dans le très chic 7e arrondissement de Paris, ce restaurant étoilé n'affiche aucun champagne à sa carte. Une cave exceptionnelle, 1600 références, uniquement des vins de Bourgogne.
c'est le concept du restaurant de Carole Collin. En guise de bulle, elle ne propose donc que du crément de Bourgogne. Des créments triés sur le volet, on les trouve à la carte entre 27 et 95 €. Carole Collin est sûre de la qualité de ses bulles, même face à cette table de Canadiens qui souhaitent du champagne. Depends on the champagne. So this is special. This is their anniversary. Eh ben, il faut fêter ça au crément. On est des vrais ambassadeurs des créments parce que aucune maison ne se bat pour le crément. Et nous, c'est notre cheval de bataille. Vendre des grands bourgognes blancs, des grands bourgognes rouges, c'est facile parce que c'est dans la tête de tout le monde. Mais vendre des créments de Bourgogne, c'est un sacerdoce. Après, ça nous amuse, donc ça va. I think this is a little earthier feeling to me. It's not quite as refined, but it's still very good. It's got small little buckets. It's got more taste than some of the champagnes that we've had. That there's more to it. There's more body to it. The people in Champagne are very mad at us, but it's very good. Very good. Les consommateurs de champagne en quête de qualité, sans la notoriété, se tournent de plus en plus vers les vignerons. Jean-Sébastien Fleury a grandi ici, à Courteron, dans l'Aube. Son père a été le premier en Champagne à cultiver sa vigne en biodynamie. Dans le domaine, les chevaux ont remplacé les tracteurs. L'idée, c'est de respecter encore plus la vie du sol en passant avec les chevaux. C'est au cœur de son vignoble que Jean-Sébastien Fleury accueille les visiteurs, comme ce couple qui n'achète son champagne qu'en direct auprès des vignerons. Ici, donc, on est sur des pinots noirs, donc c'est vraiment le cépage historique et prépondérant aussi chez nous au domaine, sans engrais chimiques, sans pesticides, sans molécules de synthèse. D'accord. Sur les 5000 vignerons champenois, ils sont 130 à élaborer du champagne bio. Je vous invite à déguster donc, la gamme du domaine au cœur du domaine. Jean-Sébastien Fleury commercialise 200 000 bouteilles par an. Selon les cuvées, elles sont vendues entre 23 et 69 €. Ce qu'on vient chercher chez les vignerons, c'est vraiment un retour de la qualité avant le marketing et avant la communication. Et je pense que de plus en plus de consommateurs de champagne, ils sont sensibles. Pour moi spécialement, comme je suis allemand, c'est très important l'approche organique, bio. Donc fleur de l'Europe en brute nature. Donc nature, ici c'est sans dosage, sans sucre ajouté. Nous, ce qui nous intéresse dans le brut nature, c'est que c'est l'expression même du vin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre rajouté. Donc là, on sent le terroir dans le verre. Exactement. C'est très très élégant. Pour élaborer des champagnes authentiques et ne pas dénaturer leur goût, Jean-Sébastien Fleury limite l'ajout de sucre. Je trouve une touche smoky, un peu fumée. Car il est tout à fait autorisé d'ajouter du sucre dans le champagne, comme dans le crément, lors de la toute dernière étape d'élaboration, qui s'appelle le dégorgement. Après avoir vieilli en cave, il faut se débarrasser d'un intrus dans les bouteilles, les restes de levure morte. Le dépôt de levure s'est accumulé dans le goulot. Il est brièvement congelé pour être emprisonné dans un glaçon. Là, l'opération va être d'enlever la graffe, enlever le bouchon et d'expulser ces levures. Donc en plus des levures, il y aura un petit peu de champagne qui va être expulsé. Un peu de champagne va donc devoir être réintroduit dans les bouteilles pour obtenir 75 centilitres de vin. C'est à ce moment-là qu'on ajoute également du sucre. Une quantité de sucre extrêmement variable. Les champagnes et les créments bruts représentent 80% des ventes en France. Brut signifie qu'on y a ajouté entre 6 et 12 grammes de sucre par litre. Moins sucré que le brut, l'extra brut ou même le zéro dosage, appelé aussi brut nature. À l'opposé, de plus en plus sucré, le sec, le demi-sec jusqu'au doux,
dans lequel on ajoute plus de 50 grammes de sucre par litre. Les bouteilles ne restent débouchées que quelques secondes pour conserver un maximum d'effervescence. Voilà, ici on a la bouteille terminée avec le bouchon, le muselet. S'il suffira de lire l'étiquette pour connaître le dosage en sucre de ce champagne, comment savoir qu'il a passé 12 ans en cave et quels cépages ont été assemblés? Les étiquettes des champagnes, comme des créments, ne contiennent que très peu d'informations. Mais désormais, le consommateur peut avoir accès à la carte d'identité du vin grâce à son smartphone. Au cœur du vignoble champenois, Laurent Berns, directeur de la société Traçacode, a mis au point une application qui utilise les QR codes. Ces carrés cryptés qu'on trouve désormais sur certaines bouteilles. Lorsque vous allez lire ce code avec un lecteur gratuit que vous allez télécharger sur votre téléphone, vous allez pouvoir accéder à de l'information consommateur. Alors vous prenez votre téléphone, vous allez le présenter avec l'appareil photo, vous allez rechercher le QR code. Le code va être lu automatiquement et je vais donc me retrouver sur la page Internet qui a été développée pour cette bouteille-là, avec des informations plus ou moins complètes suivant ce que le vigneron veut vous mettre à disposition. Donc ça me dit l'année de base de l'assemblage, donc quand ça a été fait était en 2012, la date de dégorgement le 4 avril 2015. Ensuite, vous avez fiche technique, assemblage de plus de 20 années différentes, composé exclusivement de chardonnay issu de la Côte des Blancs, le dosage en sucre, 6 à 7 grammes par litre. Écrire tout ça sur une contre-étiquette, ça serait difficile. Pour l'élaborateur de champagne ou de crémant, il en coûte 4 à 5 centimes par bouteille pour insérer le QR code sur les étiquettes et assurer le suivi informatique. On est quand même dans un coût qui devient négligeable par rapport à la volonté du consommateur. Parce que n'oublions pas que le consommateur aujourd'hui devient de plus en plus exigeant dans ce qu'il achète et que ce genre d'information peut déclencher l'acte d'achat. Que le consommateur ait choisi un crémant ou un champagne, il attend de voir des milliers de bulles pétiller dans son verre. Pourtant, il peut y avoir des ratés. Dans son laboratoire de physique de l'Université de Reims, Gérard Liger-Belair étudie l'effervescence une fois les bouteilles débouchées. Connaître le résultat de ses travaux permet d'éviter bien des déconvenues. Un verre parfaitement propre ne sera absolument pas capable de former des bulles. Vous voyez le retour de cette caméra sur le moniteur ici, et vous distinguez une petite particule accrochée à la surface du verre. Vous voyez que les bulles naissent à partir de cette petite particule. C'est quoi ces particules? Alors dans la majorité des cas, ce sont des petites poussières atmosphériques qui se sont accrochées à la surface du verre. Par contre, le verre qui sort du lave-vaisselle, vous l'aurez évidemment débarrassé de toutes ces particules. Et en plus, si vous l'avez stocké la tête en bas, il ne va pas pouvoir se charger de ces petites poussières. Donc le risque, c'est qu'il ne fasse absolument aucune bulle en dégustation. L'apport de la science ne s'arrête pas là. La forme du verre peut gâcher la dégustation d'un effervescent. Un des problèmes de la coupe, c'est que la hauteur de champagne étant relativement faible, de l'ordre de 2 à 3 cm, les bulles n'ont pas une distance suffisante pour capter les arômes pendant leur ascension. Même un très bon champagne, si vous le dégustez en coupe, il risque de vous paraître faiblement aromatique. Et inutile de se rabattre sur la flûte. Malgré sa longueur et son étroitesse, elle présente elle aussi un inconvénient majeur. Le problème, c'est que les bulles captent non seulement les arômes, mais elles captent aussi le dioxyde de carbone qui est dissous. Et lorsqu'elles remontent à la surface, elles vont éclater et elles vont disperser ce gaz carbonique sur une surface qui est cette fois-ci extrêmement faible. Donc lorsque vous allez porter ce verre et que vous allez respirer à la surface, vous allez respirer un air qui est très chargé en dioxyde de carbone. Et lorsque vous respirez une concentration en dioxyde de carbone qui est trop importante, vous avez ce qu'on appelle la piqûre carbonique. Vous avez vos récepteurs dans le nez qui sont très sensibles à ce dioxyde de carbone et ça va vous interdire de ressentir les arômes, même s'ils sont présents. C'est le dioxyde de carbone qui va prendre le pas sur les arômes. Flûte. Dans quoi donc faut-il boire une coupe? À Reims, Philippe Jamès est à la tête de la carte de champagne la plus variée du monde. Ce sont des bouteilles qu'on ne trouve presque plus. On a cette petite pupite ici. Ça s'appelle Charlie, 1981. Le sommelier du restaurant étoilé Les Crayères
propose plus de 700 références. Toutes sont servies dans un verre innovant qui ne ressemble ni à une coupe, ni à une flûte. Le fait de déguster avec un verre qui dispose d'un peu plus de largeur et d'espace, on a des perceptions nettement différentes. Et on accroît aussi la notion de plaisir. Donc on a une forme intermédiaire qui va optimiser au mieux l'évaporation des arômes. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Après plusieurs heures au frigo, un effervescent n'est pas du tout à la bonne température. Si votre frigo est bien réglé, il va être entre 4 et 6 degrés. Et c'est beaucoup trop froid pour bien percevoir les subtilités. La première règle, c'est l'âge du vin, l'âge du champagne. Les champagnes plutôt jeunes, c'est toujours bien de les crisper un peu par le froid. Alors pas le grand froid, pas 6 degrés, pas 4. 8, c'est correct. Ensuite, pour les vins un peu plus anciens, effectivement, la température est encore plus importante. Si on ne veut pas stériliser l'ensemble, il faut absolument frôler les 12 degrés, voire même plus, pour bien profiter du vin. L'art du service ne se limite pas à l'élégance d'un geste. Servir dans un verre vertical ou penché n'est pas sans conséquence sur l'effervescence. Ça n'a l'air de rien, mais dans le verre qui a été servi penché, on a réussi à conserver beaucoup plus de dioxyde de carbone parce qu'on a créé moins de turbulences. Et cette simple différence de service va pouvoir former grosso modo 100 000 bulles supplémentaires. Donc une effervescence qui va durer plus longtemps pour le dégustateur. Pour éviter la piqûre carbonique et permettre une meilleure expression des arômes, l'effervescent ne doit pas occuper plus d'un tiers du verre. Quant au meilleur moyen de le conserver une fois la bouteille ouverte... Ce sont les bouchons stoppers. Les bouchons stoppers, voilà, c'est ça. Pour l'instant, ce qu'on a fait de mieux. Et la petite cuillère dans le goulot? Alors, on a démontré que de mettre une petite cuillère ou de ne pas mettre de petite cuillère, ça ne change rien. Alors, on nous avait aussi dit, oui, mais il faut absolument que votre petite cuillère, elle soit en argent. Donc, on a même testé cuillère en argent, cuillère en étain, cuillère en métal standard. Il n'y a absolument aucune différence. Ça fait partie des légendes qui entourent le produit. Au terme de ce voyage au pays de l'effervescence, débarrassé des légendes urbaines ou dorées qui entourent ces vins que l'on croyait connaître, le consommateur pourra, face à des milliers de références de champagne et de créments, devenir acteur de son choix, qu'il privilégie le prestige, le prix ou le goût.